Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. Un week-end pour parler et penser l'avenir et surtout penser citoyenneté. C'est le but du sommet citoyen qui se tiendra dans quelques jours à Lille. L'occasion de replacer l'humain au centre des décisions. On en parle avec nos invités en première partie de notre émission. Les stages de 3e et de seconde sont-ils réservés à une poignée d'élèves privilégiés? C'est la question posée en cette fin d'année scolaire, mais des dispositifs d'accès aux stages sont possibles. On en reparlera dans le Grand JT. Dans sa chronique, Guillaume Buan fera la lumière sur la sensibilisation des jeunes à l'état des océans à l'occasion de l'ouverture du sommet des océans à Nice, bien entendu. Mais tout de suite, place à l'actu l'éducation avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, la série britannique Adolescence sera proposée comme support pédagogique à partir de la 4e. C'est la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne qui l'a fait savoir, invitée hier de LCI. Elle a expliqué que le producteur de la série, diffusée sur Netflix, on le rappelle, avait ouvert les droits justement au ministère qui va proposer 5 séquences pédagogiques aux jeunes à partir de cette série. Une série qui raconte, on le rappelle, l'histoire d'un adolescent britannique de 13 ans arrêté dans cette petite ville anglaise après avoir poignardé à mort l'une de ses camarades. Une série qui traite notamment des ravages sur les jeunes, des contenus masculinistes des réseaux sociaux. Outre-Manche, on le rappelle, le Premier ministre avait déclaré que cette série serait diffusée dans les collèges et dans les lycées. On en avait d'ailleurs fait une chronique à retrouver, notamment ici, le 25 mars dernier. Une semaine après le décès d'un adolescent à Dax en marge des affrontements le soir de la victoire du PSG, eh bien, un jeune suspect s'est rendu. Âgé de 16 ans, il était recherché par Interpol car accusé d'avoir mortellement poignardé à plusieurs reprises un jeune homme de 17 ans présenté à un juge d'instruction. Hier, il a passé sa première nuit en détention. Il est mis en examen pour les chefs d'assassinat. L'adolescent défavorablement connu aussi des services de police et de la justice, notamment pour des faits de port d'armes, s'est rendu lui-même au commissariat de Bordeaux samedi soir. Le parquet de Dax avait évoqué l'antériorité d'un conflit entre l'auteur et la victime qui pouvait laisser un geste prémédité. L'auteur présumé reprochait notamment à la victime de lui avoir volé sa casquette plusieurs jours auparavant. Au volet judiciaire, à Paris, une élève de CP dénonce des agressions sexuelles commises dans les toilettes de l'établissement par un autre enfant qui était en CE2. Des faits qui se seraient produits à l'école privée Sainte-Catherine dans le 5e arrondissement de la capitale, avec un signalement qui a été fait le 16 mai dernier par un des parents d'élèves auprès de l'établissement. Une enquête est en cours, fait savoir le parquet de Paris. Il s'agit de soupçons graves, a indiqué à nos confrères de 20 minutes Baptiste Jacomino, adjoint au directeur de l'enseignement catholique de Paris, qui précise aussi, et c'est plus grave, que le mot viol a été employé par la famille. Le responsable explique que l'élève suspecté d'agression n'a pas été exclu, mais qu'il y a toutefois une décision définitive qui sera prise dans les prochains jours. Des zones de circulation pourront aussi être mises en place pour que les deux jeunes enfants ne se croisent pas. Des décisions qui ont fait bondir les parents, puisque plusieurs d'entre eux réclament notamment le départ de cet enfant. Toujours à Paris, la maîtresse de maternelle qui avait été filmée, souvenez-vous-en, en train de frapper une élève de 3 ans dans une école du 15e arrondissement donc de Paris, a été suspendue. C'est la mère justement d'une élève qui avait diffusé les images sur les réseaux sociaux. L'institutrice avait été condamnée au pénal à une amende et des dommages et intérêts. C'était en février dernier. Cette fois-ci, elle est sanctionnée de manière administrative par le rectorat de Paris, donc suspendue sans salaire pour une durée d'1 an et d'une autre année avec sursis. L'enseignante, elle conteste de son côté cette décision. Elle a déposé 2 recours auprès du rectorat et auprès du ministère. Elle espère obtenir une réduction de la durée de sa suspension et pouvoir retrouver aussi son traitement, fait savoir son avocat, qui poursuit et qui évoque une carrière exemplaire de cette maîtresse de 52 ans jusqu'à cette affaire. Elle affirme qu'à l'époque, l'institutrice traversait une période difficile avec des problèmes de santé ou encore la perte d'approche. Fin de citation de la part de son avocat. J-7 avant le début des épreuves du baccalauréat et donc plus que quelques jours pour réviser. Rendez-vous effectivement lundi prochain pour plus de 724 000 candidats qui vont passer le bac cette année. Un chiffre qui est toutefois en légère baisse par rapport à l'année précédente. Selon le communiqué du ministère, plus de 3000 centres vont donc accueillir ces épreuves dans pas moins de 108 pays. 40 000 correcteurs sont mobilisés, plus d'1 million de copies justement à corriger pour le bac général, plus de 439 000 rien que pour le bac technologique. Et puis
On vous l'a dit, le plus jeune candidat à ce bac est âgé de 8 ans, le plus âgé est âgé de 78 ans. On leur souhaite bon courage. Pour terminer, coup de projecteur sur le prix littéraire Coup de pouce. Qui a été lancé en 2007 et cette distinction vise tout simplement à prévenir le décrochage scolaire, à transmettre le goût de la lecture pour les élèves de CP et de CE1, une association qui met en place 1200 clubs dans pas moins de 200 villes en France. Et pour cette année donc, et pour cette édition, 6000 enfants participent à l'étude de 3 ouvrages. Ils l'ont fait pendant plus d'un mois. Il s'agit de Clesby, Chien de la jungle, Jojo le terrible ou encore Les voleurs du sommeil. Je vous propose d'écouter la marraine de cette édition, Élodie Gossure. Ça renforce vraiment le plaisir de lire, le sens de l'apprentissage chez les enfants. Ça renforce aussi leur vocabulaire. Et puis ça leur permet aussi de vaincre la timidité parce que de travailler en tout petit groupe, on le sait, c'est ce qu'on voudrait tous pour nos enfants à longueur de journée. Ce sont les maîtresses, les professeurs des écoles qui poursuivent la journée avec ces petits groupes-là. Donc il y a une vraie continuité par rapport au programme. Et puis forcément, qui mieux que eux ou elles connaissent les enfants aussi. Et en fait, justement, ils travaillent depuis le retour des vacances de février sur la découverte de 3 ouvrages. Ce sont les enfants qui votent, qui décident. Et c'est leur premier exercice citoyen. Du coup, c'est trop mignon parce qu'il y a une élection. Les votes ont lieu dans les classes au mois d'avril. Et il y aura la remise du prix le 12 juin prochain à Miramas en présence des enfants, de leur famille. Et puis les enfants pourront repartir justement avec le livre gagnant et pouvoir le dévorer et le partager avec les parents durant cet été. Merci Guillaume pour ces infos. Alors que les consultations citoyennes se multiplient et que les Français cherchent à retrouver leur place dans les décisions du quotidien, le sommet citoyen qui se tiendra ce week-end à Lille a justement l'ambition de renouer le dialogue auprès des citoyens de tous âges. Comment s'investir en tant que citoyen pour l'avenir? On en parle tout de suite avec nos invités. Le G500 revient à Lille du 12 au 14 juin, un sommet citoyen ouvert à tous, et c'est important de le préciser, pour repenser notre démocratie, repenser ce qu'est être citoyen. Et on va en parler sur ce plateau avec Aurélie Gros qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame le maire, puisque vous êtes maire de Coudray-Monceau. Merci d'être là. Vous êtes cofondatrice du G500, dont on va bien sûr beaucoup parler ensemble, notamment avec Alexandre Pastor qui nous a rejoint aussi par Skype. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes DG et fondateur de l'association Melting Pot, également partenaire de ce G500. L'engagement citoyen, j'aimerais qu'on reparle de ce qu'est être citoyen, la citoyenneté. Qu'est-ce qui représente pour vous et donc par essence pour ce sommet ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait poser la question à l'inverse. Qu'est-ce que représente la citoyenneté pour les élus aujourd'hui et comment intégrer beaucoup mieux la participation citoyenne dans le cercle de décision? Aujourd'hui, on est dans une société qui a énormément changé. On a les réseaux sociaux, on a des chaînes de télévision en continu et on a une surinformation. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'élus, nous devons nous reposer la question comment on inclut beaucoup plus les citoyens dans la chaîne de décision pour qu'ils fassent citoyenneté ensemble et comment on recrée cette fraternité qui fait partie du célèbre liberté, égalité. Voilà, c'est la fraternité aujourd'hui qu'on recherche. Donc être citoyen, ça commence par ça, par la fraternité. Alors dans la chaîne de décision, c'est ce qui m'interpelle le plus parce que repenser ensemble, ça à la limite, on pourrait se dire oui, pourquoi pas. Finalement, on se concerte tous, on organise de grandes réunions, on évoque tous nos idées, nos grands principes. Mais de là à aller jusqu'à la chaîne de décision, c'est que là, le bas blesse. En général, ça n'arrive pas. Voilà, non, c'est pas la question de la chaîne de décision. C'est surtout qu'aujourd'hui, quand vous pensez que 72% des Français n'ont plus confiance en la politique, n'ont pas spécialement envie d'aller voter, ne se sentent pas représentés, c'est un vrai problème. Quand vous avez les 3 piliers de la République, je parle évidemment du consentement à l'impôt, du vote. Le vote, aujourd'hui, clairement, ça ne va plus. Le consentement à l'impôt, il y a quelque temps, je rappelle qu'il y a un inspecteur des impôts qui s'est fait tuer. C'est comme ça qu'a commencé la Révolution française. Donc quand on a tout ça qui commence à vaciller, c'est que ça ne va plus. Donc il faut... Le vote, ça ne va plus, ça veut dire que les Français ne vont plus voter, c'est ça que vous voulez dire ? Bah non, à part sur les élections locales. Mais ouais. Sur les élections locales, il y a une confiance parce qu'il y a une proximité. Sur les élections nationales, il y a une défiance. Donc
Et ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques temps maintenant, en 2017, quand nous avons élu Emmanuel Macron, qui est devenu président de la République, c'était sur une promesse de la Grande Marche et donc de plus de concertation. Or, les Français ne l'ont pas vu arriver. C'était une vraie demande, la concertation. C'est plutôt l'effet inverse, non, qui s'est produit. C'est plutôt dans le sentiment. Parce que je pense qu'on a plus eu le monarque républicain que nous avons l'habitude d'avoir en France que la personne en proximité qui va organiser des concertations et faire de la co-construction avec les belles initiatives de terrain. Donc moi, quand je parle de chaîne de décision, je parle d'aller vers les gens pour leur expliquer. Par exemple, si on prend la santé. La santé, le système de santé va très mal. Première préoccupation des Français. On pourrait parler d'éducation exactement de la même manière, puisque les mêmes problématiques se retrouvent dans tous les grands champs. La santé, aujourd'hui, ça va mal. Nous, on a réussi, avec le G500 citoyen, avec Idéal Citoyen, l'association que je préside, on a réussi à réunir plus d'une centaine de professionnels, de syndicats, de collectifs, les faire travailler ensemble pour écrire une loi de programmation et d'orientation santé que nous apportons aux décideurs. C'est de l'expertise de terrain. Donc, c'est d'aller vers les citoyens pour récolter l'expertise de terrain, co-construire avec eux, c'est-à-dire partir en concertation bien avant l'élaboration de la loi. Je pense que les Français ne peuvent plus supporter que toutes les grandes décisions soient prises de Paris. Voilà, parce que les territoires sont tous différents et ils veulent être beaucoup plus impliqués et que ce soit beaucoup plus transparent, tout simplement. Avez-vous le même sentiment, Alexandre Pastor ? Oui, c'est un sentiment qui est partagé surtout sur les territoires et aussi auprès des différentes jeunesses auprès de qui on peut nous proposer nos activités, nos ateliers. Quand on est face aux différents publics auprès de qui on propose des ateliers de débat, des simulations démocratiques, des rencontres aussi avec des élus, ce qui remonte, c'est le manque de proximité, le manque de prise en compte et de concertation dans les décisions. Et ce qu'on prône et ce qu'on essaye de faire, c'est de revenir un peu à la base de ce que c'est la politique, c'est-à-dire la politique, c'est être au service de la cité. Et donc, essayer d'enlever ces jeux de pouvoir et faire en sorte qu'on se concentre sur les besoins, sur les problématiques de terrain et de pouvoir faire en sorte que les premiers concernés puissent prendre à bras le corps les décisions, mais aussi les réflexions, et faire en sorte que la décision qui soit prise au bout, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, la politique publique qui doit être mise en place, soit vraiment concertée avec ceux qui vont directement la vivre et qui en ce moment, sans doute, la subissent pour certaines politiques publiques. Et donc, si elle est réfléchie, concertée, si la décision est prise ensemble, mais tout de suite, la politique publique va être beaucoup plus pertinente et beaucoup plus proche des gens, et donc elle va être mieux mise en place sur le terrain. Alors j'entends évidemment ce que vous dites, mais forcément la question qu'on se pose, ou en tout cas peut-être que ceux qui vous écoutent ou vous regardent aujourd'hui se posent, c'est de se dire, certes vous avez raison, c'est un idéal qu'on a, qui est commun, d'ailleurs c'est le nom de votre association, un idéal commun, mais la question aussi c'est de se dire quel est le poids que vous avez lors de ces concertations citoyennes pour pouvoir justement faire bouger les lignes et être écouté par ceux qui décident. Alexandre Pastor. Évidemment que ce poids-là, il doit être proportionnel à l'engagement que les gens donnent. Donc oui, c'est vrai que aujourd'hui c'est très centralisé, que les ministères ont du pouvoir, que le président aussi a du pouvoir dans cette cinquième République. Donc évidemment que ça peut être une goutte d'eau dans toutes les mises en place de politiques publiques. Mais moi je crois que si chaque citoyen à l'éducation suffisante, à la connaissance suffisante aussi de comment fonctionnent les institutions, à la capacité d'utiliser les leviers de façon aussi locale. Parce que des fois, on veut déjà changer les choses au niveau national ou mondial, mais on n'a pas traité les sujets qui sont de mon quartier, de ma ville, de ma commune. Donc moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire à agir, à pouvoir faire changer les choses de façon concrète,
au quotidien. Et ensuite, ça va, pour moi, avoir un effet levier pour pouvoir les faire évoluer les choses. C'est-à-dire, ben, on va être un peu, on va tester des choses, on va montrer que ça marche dans certains secteurs, pour que derrière, après, ben, au niveau national et au niveau européen, on puisse prendre exemple. Et c'est comme ça que je pense que le poids peut grandir, c'est par la force de l'exemple et de l'engagement au quotidien. Mais non, pour revenir sur les propos d'Alexandre Pastor, comment on explique que, par exemple, sur des élections européennes, je vais parler 5 minutes des jeunes, parce que c'est important, la jeunesse, c'est notre avenir. Aux élections européennes, comment se fait-il que les règles soient différentes entre les pays européens? Pourquoi, en France, c'est à partir de 18 ans le vote, mais si on va en Allemagne, c'est à partir de 16 ans. C'est souveraineté nationale. Oui, non mais c'est bien un vote européen. Comment on fait Europe avec des règles différentes? Rien que ça. Comment les Français peuvent avoir confiance en une Europe qui n'applique pas les mêmes règles en fonction des pays? Sinon, on n'est pas en commun si on n'applique pas les mêmes règles. Donc tout ça, c'est des sujets dont on discute. Et après, quel poids on peut peser? Aujourd'hui, le G500 citoyen, qui à l'origine était un appel des 500 associations, aujourd'hui, nous sommes 3000 associations qui vont du Téléthon, donc association énorme, oui, à l'association en Bretagne des citoyens qui rénovent le four à pain, seul patrimoine du village sur lequel ils peuvent... qui a toute son importance aussi. Qui a toute son importance, parce que justement c'est le moment de rencontre, de fraternité, de discussion et d'échange dans leur ville. Donc ce poids-là, il ne peut plus être nié, parce que les associations aujourd'hui, c'est 1,7 million. 1,7 million d'associations sur le territoire français. 1,7 million qui remplacent les pouvoirs publics dans plein de domaines. Le Téléthon, ils font de la recherche. On parle souvent, on entend beaucoup d'émissions de radio en ce moment sur les carticelles. Les carticelles, c'est la recherche génomique du Téléthon qui a inventé les carticelles pour le cancer. Eh bien, ça a été, pas pour le cancer d'ailleurs, pour une maladie rare, qui s'est transposée au cancer. Donc les associations aujourd'hui, elles portent énormément de très belles initiatives qui peuvent être dupliquées nationalement. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h quand il y a des choses qui se font dans les territoires. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on porte, c'est ça. C'est-à-dire le G500, c'est l'association des associations. Et on essaye de montrer que ces forces vives, il faut les considérer, il faut les écouter et qu'elles ont un poids. Et je peux vous assurer qu'on est reçu quand même. Donc on est quand même écouté. J'espère bien, mais justement on est là pour en parler et pour montrer à quel point évidemment le G500 compte, non seulement pour effectivement l'aspect intellectuel, philosophique de tout ce qui compte sur cet engagement citoyen que vous portez. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion-là, mais aussi sur effectivement ce que vous allez proposer. Je reviens juste un tout petit peu sur ce point précis, sur la citoyenneté, effectivement, et votre poids. Vous dites que vous êtes en concertation, que les idées sont là, qu'effectivement, vous parlez du Téléthon et d'autres associations qui portent ce que peut-être ne fait pas l'État et qui justement est fait aussi par les citoyens français. Voilà, c'est une complémentarité. Au-delà de ça, ça veut dire que vous confrontez les idées, vous apportez en fait des moyens de réponse. Comment cela se procède en fait ? Alors pendant un an, là juste avant ce sommet qui a lieu à Lille cette semaine, pendant un an on a parcouru les territoires, on a fait des réunions de concertation sur la santé à Lille, sur la justice à Nice, sur la jeunesse à Marseille avec Alexandre Pastor, et pendant une journée complète, la santé ça a duré 9 heures, c'était des débats entre les jeunes sur la jeunesse. On a discuté d'engagement, de participation citoyenne avec les jeunes. Ils se sont exprimés. On a parlé de la santé mentale, qui est un vrai sujet. On a parlé de l'avenir professionnel, puisque je crois qu'aujourd'hui, la question de l'orientation ou de Parcoursup, c'était plutôt intéressant. Et leur regard, parce que les jeunes sont très engagés politiquement. Ils sont plus engagés que les aînés ou pas ? Ah, totalement. Oui. Mais ils sont engagés sur des causes. Ils ne sont pas engagés pour blablater à l'Assemblée nationale ou se battre sur des sujets qui devraient être portés en commun. En fait, ce que les gens demandent, c'est que sur les grands sujets qui touchent leur vie, et dans tout, dans tous les débats, le handicap, on a fait un débat à l'INJA sur le handicap, et sur l'eau, dans la Drôme, dans un tout petit village, sur le cycle de l'eau et la place de l'eau dans le monde. Les gens, ce qu'ils disent, c'est quand vous parlez de quelque chose qui nous concerne toutes,
Mettez-vous d'accord, arrêtez vos guerres de clochers, arrêtez de préparer votre présidentielle 2 ans avant. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez consensus autour des grands sujets qui sont importants pour la vie des Français. Je pense que voilà, il peut y avoir des débats politiques, des lignes politiques très claires sur certains grands sujets. On va parler de l'immigration, ça c'est généralement ça va cliver. Mais sur la santé et le système de santé en France, je ne vois pas où le débat est clivant. Ou sur la jeunesse, bon, il peut y avoir des débats, par exemple sur le droit de vote à 16 ans. Nous, on avait fait une proposition. Bon, il y a eu le permis de conduire, c'est déjà pas mal à 17 ans. On avait fait une proposition, par exemple, sur le droit de vote, entre guillemets, accompagné. Mais ça ne voulait pas dire, un peu comme le permis accompagné, non pas que c'est le père ou la mère qui va dire ce qu'il faut mettre dans le bulletin de vote, mais plutôt de dire à 16 ans, l'enfant va voter pour les élections européennes, va voter pour les élections municipales, c'est-à-dire les élections locales, pour lui donner le goût de l'engagement et du vote et de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est aussi le vote. Et donc, voilà, ça, c'est des propositions qui sont sorties de tous ces débats. Donc, on concerte, on échange, on en sort des résolutions qu'on vote lors de ces réunions étapes. Et pendant le sommet, on en redébat. C'est voté avec l'ensemble des associations qui viennent de différents champs. Tout le monde vote. Tout le monde vote. D'accord. Et ensuite, ça partira en vote. Les grandes résolutions qui seront classées au jugement majoritaire partiront au vote pour l'ensemble des Français qui souhaitent voter sur le site internet. Et après, c'est une plateforme de résolution en fin de compte. D'accord. Mais c'est une façon finalement de proposer un référendum citoyen à la façon. Alors autant Emmanuel Macron le fait d'un côté, mais dans une version peut-être un peu plus politique, autant vous le faites de manière dans une consultation citoyenne. D'une consultation citoyenne, et on dit que la société civile peut aussi se prendre en main et aller porter elle-même ses propositions. Porter nos convictions, porter nos valeurs. Les écrivains, les artistes, les sportifs, Exactement. Tout le monde le fait aujourd'hui. On est des artistes de la politique. Je l'entends, mais c'est vrai que tant qu'on peut hurler tant qu'on veut, tant qu'on n'est pas entendu, forcément, c'est un peu agaçant. Oui, alors, mais une une révolution d'idées positives, une fabrique d'idées. Pourquoi un élu, regardez, j'en suis un, moi je suis pour la démocratie représentative. Je me torture pas l'esprit toute la journée. Oui, il faut des représentants, mais par contre, il faut s'appuyer sur le terrain, sur les territoires, sur les associations. Et ça, les élus, on les rencontre, ils seront là au G500. Seront là. Il y aura beaucoup de politiques. Il y aura des politiques qui viendront écouter, pas faire des discours. Ils viendront écouter, échanger, éventuellement répondre aux questions. Mais ils vont pas venir chercher des électeurs. Il n'y aura pas de tribune. Voilà. Il y a de tous les partis. Voilà. Nous, on ne travaille pas pour les partis politiques. C'est totalement non partisan. J'aime pas le propos apolitique parce qu'en fait tout est politique dans la vie. Parce que politique c'est vie de la cité, donc on est tous politiques dans tout ce qu'on fait. Vous êtes politique vous aussi, bien sûr, dans ce que vous faites. Et tous ces politiques seront là. Il y aura des sénateurs, des députés, peut-être qu'on aura même des surprises de personnes qui vont venir à des débats. Je peux pas en dire plus. Quel teasing Aurélie Grand. On aura sur la santé l'ancien ministre François Braun qui sera présent comme grand témoin, qui est médecin. Par ailleurs. Voilà, on a des politiques qui seront présents, mais pour écouter. Vous venez parler justement de la santé, pour prendre un exemple assez précis. On venait parler de la santé, vous dites qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Évidemment qu'on est tous avec nos médecins, nos infirmiers, avec tout le monde de la santé. Évidemment qu'on est tous dans une logique où on se dit c'est dramatique la situation des hôpitaux aujourd'hui. Enfin, je pense que peu de personnes peuvent dire le contraire. Cependant, j'entends ici et là, notamment à la radio ce matin quand j'écoutais les news, j'entendais effectivement des personnes qui prenaient la parole en disant mais enfin, le fameux entre guillemets, millefeuille administratif. Il faut virer tous ceux qui sont administratifs à la santé, etc. Ça ne sert à rien, ils ne servent à rien et autres. Donc chacun a des visions forcément, typiquement, du monde de la santé. Justement de regrouper. Voilà. Alors la question, c'est pas de faire un débat là-dessus, c'est de se dire à un moment, quand vous portez effectivement un engagement citoyen comme le vôtre avec le G500, qui se tiendra, donc je le répète, ce week-end, du 12 au 14 juin à Lille, typiquement avec François Braun, sur un sujet comme celui-ci, est-ce que votre idée est de le capter sur un sujet précis avec une proposition que vous faites afin que lui-même puisse aller la défendre après ? Alors, on capte tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont, François Braun par exemple, soutient la démarche. Déjà, il vient parce qu'il soutient la démarche. L'intérêt, c'est d'être le plus possible à porter. Là, on a des syndicats, on a des gens qui, généralement, réagissent en silo. Cette fois-là, ils réagissent en collectif. Aujourd'hui, la problématique de la santé, c'est que si on ne fait pas une loi d'orientation et de programmation santé sur 5 à 10 ans,
Ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas faire à la mesurette. Là, ils font de la coercition sur l'installation des médecins généralistes. Vous voyez bien que tous les médecins généralistes sont vent debout. Donc, on ne gouverne pas contre son peuple. On ne peut pas gouverner contre son peuple. Mais si vous le pensez, vous n'êtes pas la seule à le penser. Enfin, on l'imagine. On ne serait pas aussi nombreux dans le G500. Mais aussi bien dans le G500 qu'au sein du gouvernement. Donc, ma question, c'est bien ça. Sûr, mais on va aller tous les voir, vous inquiétez pas. Mais là, on a rencontré le ministère de la Santé, on a rencontré le ministre des Solidarités, on a rencontré le directeur général de la PHP, on rencontre tout le monde et on est reçu. Donc le poids existe, à partir du moment où on est reçu, c'est que le poids existe. Alexandre Pastor, justement, pour continuer dans cette discussion-là, effectivement, ce poids qui existe, ces discussions que vous proposez aussi de vos côtés, et notamment avec l'asso Melting Pot, quand vous voyez les conventions citoyennes qui sont mises en place par le président de la République, est-ce que vous pensez que vous avez été peut-être précurseur, ou en tout cas que finalement ça va dans le bon sens, ou est-ce que c'est complètement fait à l'inverse du bon sens? Pour moi, il y a deux choses. Il y a la méthode et après la finalité. C'est-à-dire, quand on voit la Convention citoyenne pour le climat, tous ceux qui ont participé ont été assez déçus de la prise en compte des décisions ou des orientations qu'ils ont prises pendant les réflexions. Et ensuite, là, on lance une grande convention autour des tentes pour l'enfant. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des enfants, j'aimerais bien qu'il y ait des parents, j'aimerais bien qu'il y ait des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation nationale, de l'éducation populaire qui soient présents. Parce qu'au-delà du hasard de la Convention citoyenne, je pense qu'il est nécessaire que les professionnels, les bénéficiaires, les usagers, ceux qui vivent cette chose-là, puissent participer à ces réflexions et que ça ne soit pas juste des citoyens au hasard, parce que c'est intéressant d'avoir aussi l'avis de personnes qui ne sont pas directement touchées par la politique publique qu'ils veulent mettre en place, mais c'est hyper important d'avoir aussi des personnes qui ont une certaine expertise et qui peuvent la partager avec d'autres qui ne le vivent pas au quotidien. Et donc c'est important quand on lance, pour moi, quand on lance des initiatives comme des conventions citoyennes, de pouvoir le faire en concertation et ne pas sortir juste du chapeau une idée, une envie, mais vraiment que ça soit une émanation du terrain, une émanation de ceux qui vivent au quotidien les problématiques qu'on souhaite régler ou qu'on souhaite améliorer et qu'on vit au quotidien. Donc voilà, sur les conventions citoyennes, moi ce qui m'importe, c'est la méthode, respecter ceux qui vivent déjà au quotidien et qui font marcher déjà la réflexion citoyenne, et aussi la finalité, qu'est-ce qu'on va faire du travail qui va être fourni par les personnes qui vont prendre de leur temps sur cette question-là, pour que, je l'espère, derrière, ça puisse faire changer les choses et non pas juste j'ai fait une convention citoyenne pour dire que j'ai consulté le peuple et au final ne rien en faire derrière. Merci beaucoup Alexandre Pastor, merci également Aurélie Gros d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Je rappelle les dates donc de ce G500 du 12 au 14 juin. Je crois que le 14 ça tombe un samedi, c'est ça? Tout à fait. Oui, donc éventuellement on peut aussi venir en famille, pourquoi pas. Sinon, de toute façon c'est ouvert évidemment à tous. C'est un sommet citoyen pour repenser la démocratie, pour pouvoir justement faire remonter les idées. Donc allez-y nombreux. Ça se passe à Lille, une ville qu'on aime et je salue ma famille au passage. Et voilà, je le fais. Façon Michel Drucker. On sera ravis de vous accueillir. Voilà, c'est ça. Merci à vous en tout cas d'être venu parler de ce sommet peut-être qui était un peu moins connu, mais qui a toute son importance aujourd'hui dans l'engagement citoyen. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France.
je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, 2°, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jenna Giletti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Jenna. Vous êtes chargée du programme Les Stages avec C'est Génial. Alors, c'est vrai que les stages de 3e et seconde, c'est quand même un sacré casse-tête. Un sésame peut-être réservé à quelques-uns, à des enfants dont les parents ont un réseau, très souvent, ou alors à d'autres qui sont assez débrouillards. Mais enfin, ça reste quand même un sacré casse-tête parce que l'année dernière, à 3 semaines de la date butoir, seulement 25% des élèves de seconde avaient réussi à trouver un stage. Pourquoi c'est si compliqué, Jenna Giletti ? C'est si compliqué tout simplement parce que c'est une période qui est dense, c'est une période qui ne facilite pas forcément l'accueil des stagiaires en entreprise. Donc à 3 semaines, les chiffres n'étaient pas forcément très encourageants, mais la bonne nouvelle, c'est que ces 3 semaines sont assez cruciales pour pouvoir trouver un stage. Les chiffres tendent à augmenter vers la première date de stage. Là, aujourd'hui, ils sont encourageants. Certes, ce n'est pas parfait, mais on peut encore espérer avoir une belle progression par rapport à l'année dernière. Alors évidemment, on pense à cette possibilité qu'on a sur cette plateforme Un jeune, une solution. Seulement, si on regarde les chiffres, 3% des jeunes, 3,1% exactement, ils sont parvenus grâce à cette plateforme. Donc bon, ça nous indique quand même assez long sur cette faible utilisation, non ? Oui, et en même temps, des stages restent à ce jour encore non pourvus. J'ai fait un tour ce matin avant d'échanger avec vous et des stages restent disponibles pour des élèves et des élèves sont également toujours en quête de stage. Donc bien sûr, on a envie de dire que les élèves vont choisir leur stage et peut-être que celles qui sont proposées, les offres qui sont proposées sur la plateforme ne répondent pas à leur appétence. Néanmoins, il y a ce côté un peu dommage de cette équation qui n'est pas parfaite, des entreprises qui encore ne trouvent pas de stagiaires et des élèves qui n'ont pas trouvé le stage de leur rêve. Je le disais en amont, est-ce que j'ai tout fou ou pas ? Souvent les stages, on se réfère à la famille, aux proches, en leur demandant si ils n'ont pas peut-être un parent, un copain qui pourrait nous aider à trouver un stage pour notre enfant, notre cousin. Ça reste encore un réflexe en effet qui est encore très courant. Et c'est un petit peu dommage pour nous parce que parfois on n'a pas forcément envie d'en savoir davantage sur les métiers des parents, mais ça reste facile, ça reste aussi l'assurance de trouver un peu plus facilement, un peu plus rapidement un stage. Mais quid de l'appétence, la curiosité d'aller voir un autre secteur d'activité. Nous on a envie d'encourager les jeunes aussi à être curieux et à aller voir d'autres secteurs que ceux des parents. Néanmoins, ça reste un vecteur très simple plus simple, ça n'est pas simple pour autant, mais plus simple de s'assurer d'avoir un stage de seconde qui est obligatoire à compter de lundi prochain. Mais est-ce que vraiment on va découvrir un autre métier en 3e ou en seconde ? Parce qu'il me semble que la 3e c'est 1 semaine et 2 semaines pour la seconde, c'est ça ? Tout à fait.
Alors, découvrir un métier, en effet, c'est peut-être un peu ambitieux. Néanmoins, on va peut-être se permettre déjà, en termes de culture générale, de découvrir un autre environnement, de sortir de l'école. Finalement, les élèves connaissent l'école depuis l'âge de 3 ans, donc c'est l'occasion de prendre un petit peu la température de ce qui se passe en dehors. On va peut-être pas découvrir un métier, une vocation pour un métier, mais nous, on aime à dire que savoir ce qu'on ne veut pas faire, c'est aussi une étape dans un parcours d'orientation. Et puis, au-delà même du métier, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre pendant une expérience de stage, notamment autour des soft skills, de la découverte de monde d'entreprise, de ses codes, des relations interpersonnelles. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre au-delà même du métier. Je pense que l'enjeu est souvent focalisé justement sur ce métier. Il faut choisir un métier, il faut tout de suite savoir ce qu'on va faire plus tard. Laissons-nous aussi la place de découvrir, de vivre l'expérience et nous laisser surprendre. Alors oui, ça c'est dans le meilleur des mondes parce que souvent la découverte elle se borne à peu de choses. Déjà on n'a pas le droit de travailler à ces âges-là souvent, enfin sauf si on a 16 ans mais c'est assez rare. Ou alors sinon effectivement on est cantonné à juste regarder, effectivement à être là plutôt avec une certaine distance si je puis dire. Donc découvrir cet univers-là, voilà, c'est la question que je vous pose. Hein. C'est pas, il n'y a rien de négatif dans ma question, mais c'est vrai que souvent c'est ce que disent les jeunes en ressortant de leur stage. Ils disent, bon, c'était pas mal, mais j'ai rien appris. Alors, on n'apprend jamais rien, il y a peut-être un côté définitif, mais en effet, c'est aussi l'enjeu de se dire qu'on va se laisser le temps de découvrir. Alors, on a changé la terminologie, avant c'était des stages d'observation, maintenant on aime à utiliser le vocabulaire de stage en immersion. Nous, on accompagne au quotidien des entreprises, notamment sur les stages très récemment, et on aime à réfléchir justement à comment rendre le stage plus diversifié, plus riche, plus dynamique, pour éviter cette impression de passivité constante qui n'est clairement pas intéressante en termes d'attention et qui n'est pas intéressante ni pour l'entreprise d'ailleurs, parce que avoir quelqu'un qui est là tout le temps, qui participe pas, c'est pas forcément très agréable ni enrichissant, et pour les élèves. Donc on sent que les entreprises ont aussi à cœur de savoir proposer des activités diversifiées, mais le plus difficile reste à savoir comment faire, parce qu'il y a les objectifs de terrain concrets, opérationnels. Ils n'ont certes pas le droit de faire certaines choses, mais je pense qu'il y a aussi des outils, nous dans notre quotidien on travaille pour les aider à être un peu plus acteurs de ce stage, à être un peu moins passifs. Mais en effet, si on n'est que passif, on réduit considérablement les chances d'avoir une expérience enrichissante. Les entreprises, comment elles réagissent avec vous? C'est-à-dire qu'elles sont plutôt clientes du fait de pouvoir repenser cette période de stage intelligemment, de se dire que pourquoi pas, c'est aussi un premier pas dans l'entreprise pour pourquoi pas être plus tard finalement un futur employé? Il y a un peu de ça, de toute façon, accueillir des stagiaires, on ne le fait pas par contrainte, on le fait aussi parce qu'on a envie d'être acteur d'un monde, d'une société, d'un bassin d'emploi. On a envie d'avoir plus de facilité à recruter plus tard. Alors, on ne va pas faire 100% de vocation quand on accueille des stagiaires. Néanmoins, les entreprises, elles ont toutes envie de le faire. Enfin, moi, avec lesquelles j'ai la chance d'échanger depuis quelques mois, elles ont envie, elles ont bien reçu le message de cette directive ministérielle. La difficulté, elle se situe davantage sur le comment. Comment le faire et comment le faire sans que ça ait un impact trop important sur le quotidien des salariés et en même temps comment le faire bien, tout simplement. Donc c'est plutôt la différence que nous, on essaye de pallier entre l'envie et le faire de façon la plus positive et enrichissante possible. Il y a de l'envie, mais il manque un peu de moyens. Quels sont les métiers qui, j'allais dire recrutent, c'est pas le terme puisqu'on parle de stage, mais qui sont à même le plus aujourd'hui de pouvoir accueillir de futurs stagiaires? Alors, nous, au sein de la Fondation C'est Génial, on est davantage centré sur les métiers scientifiques, techniques et du numérique. On sait que les entreprises qu'on accompagne, donc on a des entreprises aussi bien de petites PME, ETI et de grands groupes qui ont des tensions en recrutement. De toute façon, c'est juste la quantité qui va être différente, mais elles rencontrent toutes des tensions en recrutement, des tensions au sujet des recrutements. Néanmoins, il y a des métiers qui sont porteurs, des métiers qui seront aussi porteurs plus tard. C'est pour ça qu'on a envie de semer des graines auprès des élèves, puisque tous les métiers autour des enjeux du numérique, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, très clairement, il y a de la place. Et également sur les métiers de l'ingénierie, tout ce qui est ingénieur, technicien. Pour les garçons comme pour les filles, nous, on a à cœur aussi de mobiliser le public féminin. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 métiers qui n'ont pas trouvé preneur. On aurait besoin de former plus de 60 000 personnes par an pour permettre une réindustrialisation modérée. C'est ce que l'on met en avant, nous, dans notre tribune, qui tend à pousser les entreprises à accueillir des stagiaires. Et on est vraiment dans cette démarche de dire... Soyez curieux, il y a de la place néanmoins, mais c'est plus facile quand on connaît les métiers de se projeter dans ces carrières-là.
À défaut de choisir un métier, on va baisser la barre tout de suite, on va aussi choisir un parcours de formation, un parcours d'orientation et de se dire que dans l'ingénierie, dans les sciences, dans le numérique, il y a de la place, ça peut être déjà un bon premier pas pour se diriger vers une future carrière professionnelle. On le disait, 70% des jeunes s'appuient encore sur le réseau familial ou leur entourage pour pouvoir trouver un fameux stage de troisième ou seconde. Est-ce que justement cet enjeu d'égalité des chances, vous arrivez à, j'allais dire, l'enrayer, en tout cas à parvenir à cette égalité des chances grâce à ce que vous mettez en place avec votre organisme ? Oui, merci pour cette question, car c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur au quotidien dans l'accompagnement des entreprises, car souvent elles n'ont pas la mesure de l'impact que peut avoir le fait de simplement accueillir un enfant de salarié. On a l'air de rendre service et c'est déjà une très belle chose. Et quand on attire leur attention sur le fait que tous n'ont pas la chance d'être salariés, enfants de salariés de leur entreprise, et de leur dire que finalement il serait intéressant d'aller toucher des élèves qui sont en dehors de ce réseau, des salariés, tout de suite il y a une adhésion très clairement, mais c'est surtout de toucher du doigt cet enjeu-là qui n'est pas forcément palpable comme ça en première intention. Et nous, on aime à les inviter. On a eu quelques conversions cette année et beaucoup de satisfaction à cet endroit, à leur dire, OK, accueillez un enfant de salarié, c'est chouette et c'est déjà une très belle opportunité pour eux. Mais n'hésitez pas à proposer à quelqu'un qui a soit candidaté spontanément à votre entreprise ou un camarade de classe ou une camarade de classe notamment, finalement accueillir un stagiaire ou deux stagiaires, 100% d'augmentation, mais très peu de charges de travail en plus. Et puis, c'est juste une augmentation très tangible de toucher d'autres publics, de toucher des élèves qui sont très éloignés de leur métier. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, on met l'accent, on répète et on sent que ça va faire son chemin. Ça va pas être révolutionnaire dès cette année, mais ils y sont sensibles. Alors ça, c'est du côté effectivement des entreprises, mais du côté des élèves justement, comment faire pour pouvoir aller toucher ces élèves-là et leur dire si, t'inquiète pas, tu as ta chance, avec C'est Génial, on va y arriver à faire ce pont justement dont tu as besoin pour aller vers tel ou tel secteur ou entreprise qui t'intéresse. C'est là la difficulté, c'est que nous, on travaille un peu plus conjointement avec les entreprises en échange quotidien. Avec l'éducation nationale, on y travaille, mais le frein principal est le temps à l'accompagnement, le manque de temps des enseignants pour pouvoir consacrer justement un accompagnement de qualité, à accompagner les élèves, à ouvrir leurs horizons, à proposer des candidatures à d'autres entreprises. Nous, on essaie au travers des différentes actions de la Fondation, puisqu'on a à cœur de développer l'appétence des jeunes collégiens et lycéens pour les sciences, les techniques et plus récemment le numérique. On essaie de leur dire soyez curieux, on leur fait découvrir des métiers lors d'interventions en classe, on leur fait découvrir également des secteurs d'activité des métiers lors de webinaires ou de concours scientifiques. Et à partir de là, des liens se nouent aussi avec les entreprises, des graines sont semées et on les incite par répétition à aller taper à la porte. Mais c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est simple pour un élève de faire une candidature, de l'envoyer, d'identifier des entreprises très clairement. Et là, à cet endroit-là, on va manquer de ressources, nous, de prise côté Fondation C'est Génial, mais également de ressources côté éducation nationale, du temps à consacrer à la recherche de stage. Encore plus pour les filles qui souvent se détournent des matières scientifiques, justement. Très clairement, nous, c'est un enjeu qui est vraiment important au sein de la Fondation C'est Génial, puisqu'on sent bien que c'est pas un désintérêt, puisqu'à la base, on se rend compte qu'au collège, il y a un intérêt qui est commun, mais souvent par un effet plafond de verre, un effet confiance en soi qui est un peu moindre, parce qu'il y a encore assez peu de rôles modèles. Ça tend à évoluer et on y travaille aussi, avec des collaboratrices, des rôles modèles au quotidien, mais on met l'accent sur ces profils féminins parce qu'il y a toute la place en entreprise, que toutes les entreprises ont gagné à accueillir des jeunes filles pour avoir des équipes diversifiées, mixtes, qui vont favoriser tout simplement l'idéation. Par la différence, on a aussi de belles idées qui sont assez ingénieuses. Donc nous, on pousse ça. Les filles ont leur place, tout comme les garçons. On ne met pas les gens en opposition, bien au contraire, mais on essaie de passer un message qui vient à normaliser, de dire si tu as envie de faire des sciences, vas-y, ne te mets pas de barrière et nous, on peut t'accompagner. Merci beaucoup, Jenna. Merci, Jenna Giletti, chargée de programme Les Stages avec C'est Génial. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. Mon cher Guillaume, il est question d'environnement pour votre chronique, puisque ce lundi, Nice devient enfin la capitale des océans. Après New York ou encore Lisbonne, effectivement, c'est la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, avec en ouverture ces mots d'Emmanuel Macron: si la Terre se réchauffe, l'océan, quant à lui, est en ébullition. Le chef d'État français appelle à la mobilisation. C'est le même constat qui a été réalisé par Jean-Louis Etienne, il est explorateur, c'était sur RTL.
C'est 70% de la surface de la Terre. C'est un acteur majeur du climat. Il absorbe 93% de l'excès de chaleur. C'est une ressource pour l'humanité. À lui seul, l'océan nourrit la moitié de l'humanité. Et malheureusement, on a toujours considéré que l'océan, c'était une immensité où on pouvait tout larguer, tout envoyer, si vous voulez. Et aujourd'hui, l'océan souffre de notre irrespect, je vais dire, quoi. Et c'est un sommet qui est très attendu à la fois par les scientifiques, mais aussi par les acteurs économiques du secteur ou encore les différentes équipes diplomatiques. L'occasion de tester les capacités de ces États à prendre des engagements concrets pour mieux protéger notre biodiversité et l'écosystème marin. Écoutez Romain Troublet, il est directeur général de la Fondation Tara Océan. On demande de l'ambition, on demande à ce que, déjà au niveau national, le chef de l'État et le gouvernement, justement, prennent des décisions fortes sur la protection de notre territoire maritime français, que ce soit en métropole, évidemment, qui est aujourd'hui très peu protégé. On n'est même pas à 0,1% de zones protégées en métropole, et bien sûr en outre-mer. Et au-delà de ça, à l'international, on attend que les chefs d'État qui seront là, ici à Nice, rehaussent l'ambition sur la décarbonation du transport maritime, sur la pollution plastique des océans, notamment le traité plastique qui doit accoucher cet été d'une réduction de la production plastique mondiale, parce qu'en fait on voit bien qu'on peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à régler cette pollution si on ne réduit pas la production, donc la consommation de plastique. On rappelle quelques chiffres. L'accord obtenu à la COP15 sur la biodiversité qui s'était tenu à Montréal en 2022 avait fixé notamment pour objectif de protéger 30% de la surface de la Terre et 30% de la surface des mers d'ici à 2030. C'est donc demain un chiffre qui n'est que seulement de 8,4% aujourd'hui pour l'océan. L'heure est donc aux décisions pour la soixantaine de chefs d'État qui sont présents donc à Nice. C'est le cas notamment du président brésilien Lula. On rappelle la forêt amazonienne, ce poumon vert de la planète, la région la plus riche en biodiversité qui se meurt, les déforestations en masse, de nombreux incendies provoqués par le passé. Il y a beaucoup à faire. À noter que Donald Trump, climato-sceptique, n'est pas présent, que du côté de la Russie, il y a un ambassadeur et puis que le vice-président chinois devrait être là aussi présent à Nice. Alors voilà pour donc la surface de l'iceberg, le décor de ce sommet en profondeur et sans jeu de mots bien entendu. Quel est l'état de nos océans, Jacques Guillaume ? Eh bien hier est paru le tout premier baromètre Starfish qui sera publié tous les 8 juin. Cet indicateur dresse un premier bilan. Il est alarmant de l'état des océans, conséquence notamment de la surpêche mondiale, les températures records, de trop nombreuses espèces marines menacées. Ce qui est pointé du doigt, c'est la vitesse de dégradation des océans qui s'accélère. On apprend par exemple que plus de 1600 espèces marines risquent de disparaître, notamment un tiers des requins, un quart des cétacés, et que 37,7% des stocks de poissons sont surexploités. Le principal intérêt est donc de permettre de mesurer de manière quantitative si les mesures prises pendant ce sommet produisent des effets positifs sur notre océan, d'où l'apparition justement de ce baromètre tous les ans. L'un des enjeux de ce sommet, Guillaume, concerne un traité international sur la haute mer. Et il doit permettre notamment de créer des zones maritimes protégées dans les eaux internationales adoptées. Pourtant, il y a 2 ans, à New York, donc à l'ONU, ces très grandes étendues se retrouvent pour l'instant sans règles et pour cause. Une vingtaine de pays sur 60 l'avaient ratifié. C'était le cas de la France, mais cela a changé. Emmanuel Macron en a fait l'annonce justement, puisque le traité sera ratifié par suffisamment de pays pour être adopté. 15 vont notamment rejoindre ce traité. Il va entrer en vigueur d'ici 120 jours après la 60e ratification. Une première victoire et une sensibilisation à l'environnement qui doit commencer dès le plus jeune âge. Oui, ce sont notamment les mots de Jean Viard, le sociologue. Tout le monde doit s'emparer de ce sujet. Écoutez. Tout le monde doit se lancer dans la bataille de l'océan. Chaque usager, qu'il habite au fin fond de la Lozère ou qu'il soit sur la plage, il ne doit pas jeter dans l'eau effectivement du plastique, il ne doit pas jeter sa paille, il ne doit pas jeter son mégot. Se saisir de la question des océans, c'est un problème de société globale. Au fond, il faut se dire ce qui se passe à Nice, c'est presque du même niveau que la COP21 et j'espère que la société en son entier va le penser de la même manière. L'océan, c'est notre problème commun, notamment pour la survie de l'humanité. Alors chacun doit se saisir justement de ce sujet. C'est pourquoi l'année 2025 est celle de la mer dans les établissements scolaires, une initiative pédagogique citoyenne qui vise à sensibiliser les élèves, nos enfants, aux enjeux maritimes et littoraux, à la protection des océans, à la valorisation aussi du patrimoine maritime. Cela fait partie de l'éducation au développement durable et de la citoyenneté qu'on retrouve dans plusieurs matières. Le français, l'SVT notamment, comprendre le rôle des océans, connaître la biodiversité, réfléchir aux impacts que nous,
nous, on a aussi sur cette terre, alors pour ce faire, les écoles ont organisé plusieurs visites de ports, visites de littoraux, de musées maritimes, d'aquariums ou encore des associations qui se sont rendues dans les établissements ou des ONG pour sensibiliser justement les élèves avec des conférences, des ateliers, des activités comme des activités de nettoyage de plage ou de rivières. Alors on va suivre bien sûr l'évolution de ce sommet. Rendez-vous notamment ce vendredi pour tirer un premier bilan et voir s'il y a des prises de conscience et surtout des prises de décision importantes pour notre futur. Et oui, on vous encourage effectivement avec vos enfants. L'été, ça ne coûte pas grand-chose. Une petite heure pour aller ensemble de manière solidaire nettoyer les plages avec les enfants, avec toute la famille et les copains. Voilà, c'est de l'engagement aussi pour nos océans et pour nos mers. Merci à vous, cher Guillaume. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Sophie, pourquoi vous avez choisi d'intégrer justement cette formation dans les cursus du CNAM? Quel frein ou peut-être opportunité avez-vous identifié en interne pour justement faire appel à ce type d'initiative? Alors nous, justement, le CNAM, c'est un grand établissement d'enseignement supérieur et une des particularités de cet établissement, c'est qu'on fait essentiellement de la formation à distance. Et on est connu pour ça dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Et donc la plupart de nos contenus de formation sont déposés sur des plateformes numériques, sur des plateformes pédagogiques. Donc l'accessibilité numérique pour nous, c'est à la fois évidemment une obligation réglementaire, mais surtout un enjeu d'équité et une obligation que tout le monde s'approprie les sujets d'accessibilité numérique pour que nos formations soient vraiment accessibles à tous. Donc nous, on a mis en place une nouvelle politique axée et appuyée sur 2 schémas directeurs, le schéma directeur du numérique et le schéma directeur du handicap. Et c'est dans ce cadre-là que, en tant que référente accessibilité numérique pour l'établissement, on a travaillé avec Marion et que l'on va mettre à disposition dans un premier temps de tous les enseignants et de tous nos élèves que nous appelons des auditeurs à la rentrée de septembre 2025, ces contenus de sensibilisation à l'accessibilité numérique. Et dans un deuxième temps, on va voir comment on le déploie plus en détail. Comment a commencé cette aventure? Et déjà pour commencer, je me retourne vers toi, l'ambition de Tip Top, c'est quoi? L'ambition de Tip Top, c'est de rendre visibles les handicaps invisibles à l'école, d'être des élèves qui informent les professeurs sur les besoins à l'école et sur les besoins des élèves 10 et TDAH. Et ça a commencé à cause ou grâce à Maxime, parce qu'à l'école, ça se passait très très mal en primaire. Et un jour, la maîtresse... Vous le saviez pas en fait que ça se passait mal? Au début, pas tout de suite, en tout non, cas. Ouais. On nous l'a dit après. Ouais. Enfin... Non, mes parents étaient au courant que ça se passait mal parce que y a toujours des problématiques et ils étaient toujours interpellés par la maîtresse, etc. Sauf que la maîtresse, un jour, elle a dit à mes parents, je m'en lave les mains de votre fils et en plus, elle le mettait à l'accueil. Quand tu dis ça, c'est une façon de parler ou elle a vraiment dit ça? Non, elle a vraiment dit ça. Elle l'a verbalisé, quoi. J'imagine à peine la tête de tes parents, quoi. C'est oui, c'est ça. Mais en plus, elle n'a pas le droit de dire ça. Bah non. Donc non, ça n'a pas été super, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à part essayer de rester quand même dans le dialogue quand la maîtresse, elle nous dit ça. Ouais. Et après, du coup, à 8h, mes parents le déposaient pour aller à l'école. Et à 8h15, elle le mettait à l'accueil pour colorier. Mais du coup, il était scolarisé, mais déscolarisé. La formidable tenniswoman Loïs Besson qui a triomphé. Elle a fini par tomber en demi-finale, mais quel parcours à Roland-Garros. Elle a gravé résilience, elle a un tatouage résilience sur le bras. Votre livre, c'est un cri de colère, parce que pendant longtemps, l'ampleur des violences sexuelles, et vous venez de le dire d'ailleurs, était ignorée ou minorée. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses, vous le martelez, et pourtant, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Mais c'est pas seulement un effet mécanique de la libération de la parole? Oui, non. On s'est rendu compte, on a pu penser ça dans un premier temps, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les conséquences psychotraumatiques, tous les éléments qui sont des suites des violences augmentent aussi de façon très importante. Donc, c'est bien qu'il y a une augmentation du nombre. Et puis, on le voit aussi dans le cadre de la pédocriminalité sur les réseaux, avec une augmentation exponentielle du nombre de vidéos, de photos pédocriminelles. Et on est passé de 1 million d'images qui auraient été répertoriées en 2014 à 100 millions en 2023. Donc on est le 4e pays au monde
en termes de sites et d'utilisateurs de ces réseaux. Donc on est très mal placé. Et c'est pour ça aussi qu'on est très mal placé en nombre d'enfants qui subissent des violences sexuelles. Parce que vous avez donné des chiffres, mais les derniers chiffres de la méta-analyse du Lancet, là, qui est une énorme revue qui est internationale, elle donne pour la France une femme sur 4. Ouais. Et un homme sur 7 qui a subi des violences sexuelles dans l'enfance, qui est énorme, avec des conséquences extrêmement graves, qui donc sont aussi un problème de santé publique majeur. Et on arrive, j'ai plus le chiffre, mais vous le donnez dans le bouquin, je crois 14 millions de personnes en France au total, si je ne me trompe pas, qui ont été victimes. Marion, justement, le 28 juin prochain, l'European Accessibility Act entre en vigueur, hein, c'est ça. En quoi ça va transformer concrètement les attentes vis-à-vis des professionnels du numérique comme vous ? Écoutez, ça transforme effectivement le paysage de l'accessibilité numérique en France et en Europe parce que historiquement, les entreprises qui étaient assujetties à la loi étaient des entreprises qui généraient plus de 250 millions de chiffres d'affaires. Or, avec l'entrée de l'European Accessibility Act, aujourd'hui, c'est tout le secteur privé qui doit se mettre en conformité. Donc, tous les sites web privés, e-commerce, médias, banques. Et donc, on voit effectivement que la loi s'accélère et que du coup, tous les acteurs doivent se mettre en conformité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des organes de contrôle, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a la DGCCRF et l'ARCOM qui vont contrôler finalement que ces sites web ont bien une politique d'accessibilité, ont bien une déclaration d'accessibilité et finalement ont pour but d'être totalement accessibles d'ici quelques années. Quelles sont vos ressources pédagogiques? J'ai vu sur votre site qu'il y en a beaucoup. Il y a notamment les... Si je me souviens, c'est quoi les Théma10? Oui. Ça Alors, le Théma10, c'est un peu notre outil, c'est notre plan d'action. Donc, il est divisé en 3 sous-parties. D'accord. On va y retrouver le Devi10, donc c'est une petite devinette pour amorcer un 10 en particulier. Donc, par exemple, devant une classe, on va faire la devinette, ils vont essayer de trouver le 10 en question. Donc, par la suite, ils vont avoir une vidéo de 45 secondes, 1 minute, qu'on a appelée le 10 quoi, et qui va venir expliquer ludiquement et rapidement chaque trouble en particulier. Et dans un dernier temps, on a le Vie mon 10, donc c'est un peu un Vie ma vie, c'est un atelier qui permet de se mettre à la place des personnes touchées par les troubles 10 et de comprendre la douleur et toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et de comprendre que ça ne s'arrête pas juste à l'atelier pendant 5 minutes, mais que eux, c'est à la longueur de journée et toute la vie. Le sujet progresse dans l'opinion, il y a des livres qui sortent, il y a des films, il y a des manifs, la loi aussi évolue, les gouvernements prennent des mesures. Je pense notamment, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, au bras de fer qui était engagé par la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, avec les grandes plateformes du porno. Pourquoi tout ça ne suffit pas? Parce que, en fait, oui, alors ce qui manque, c'est la protection. Ouais. Alors ça, par contre, vous dites que la protection, c'est une faillite de la protection des victimes. Il y a une faillite de la protection, il y a une faillite de la prise en charge du soin, et une faillite totale aussi par rapport à la justice. On est dans une impunité qui est quasi totale. Donc en fait, on n'agit pas sur les éléments qui sont les plus importants, qui alimentent justement cette production de violence sans fin. C'est pour ça qu'il y a l'impunité, bien entendu, puisque je veux dire, les prédateurs, ils peuvent continuer sans avoir... et sans courir de grands risques, au fond. Voilà, sans à part courir quelques cas très oui, mais médiatiques et qui arrivent très tard, mais qui sont juste une toute petite partie émergée de la situation. Et puis, je veux dire, on sait qu'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, c'est le facteur de risque principal d'en subir à nouveau, particulièrement pour les femmes, qui vont en subir tout au long de leur vie, et d'en commettre. Et que tout ça, ça passe par le vecteur qui est le plus puissant pour le faire passer, c'est les psychotraumatismes, les troubles psychotraumatiques. Et que les psychotraumatismes ne sont pas pris en charge, ne sont pas reconnus, ne sont pas pris en charge. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, Saïd Mamou, le maquillage, Eva Troller, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain, même heure. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec